Mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin en direct sur Twitter, sur YouTube et sur Twitch à 10h pendant 2 heures, 2 heures et demie, ça dépend des programmes, pour parler crypto, blockchain et nouvelles technologies, puisqu'on parle aussi d'IA. Alors, parfois, on parle même de politique et de géopolitique, parce qu'aujourd'hui, tous les sujets sont imbriqués. Donc, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Écoutez, avant toute chose, on va remercier le partenaire de cette émission, l'école blockchain Alira, qui nous soutient depuis près d'un an maintenant. L'école blockchain Alira, c'est la première école blockchain de France qui, depuis 2019, propose des formations de consultants, de développeurs, de tokenomics, d'études de projet, etc. Et en fait, ces formations vous permettent d'acquérir les compétences et les connaissances qui vont vous permettre demain de pouvoir évoluer dans le secteur du Web3, de la blockchain et des cryptos. La plupart de ces formations sont agréées par le ministère du Travail. Elles sont pour une grande partie éligibles aux différentes aides. Typiquement, on va parler du Pôle emploi, on va parler de la région, on va parler du CPF, etc. Moi-même, j'ai fait la formation consultant blockchain il y a quelques semaines de ça, quelques mois, puisque c'était il y a un an, pardon. J'ai appris énormément de choses, alors que j'étais déjà dans le secteur depuis un petit bout de temps. Mais c'est hyper intéressant. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre rendez-vous directement grâce au lien qui se trouve en description de la vidéo. Mais je vous le mets également dans les commentaires. Tiens, hop, je vous le mets ici. Prenez rendez-vous et renseignez-vous auprès de leur équipe pour savoir quelle est peut-être la formation la plus adaptée à vos projets professionnels. Donc voilà, merci encore une fois à l'école Alira. D'ailleurs, je recevrai Daniel, le directeur pédagogique d'Alira, vendredi pour un nouveau numéro de Crypto Théâtre, où avec mon ami Romain Bayeul, on va se prêter au jeu de sa plume et on va parler d'une nouvelle séquence de l'histoire liée à la monnaie. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous vendredi pour ça. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord, on va faire une édition spéciale sur Avalanche. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a fait une édition spéciale sur Ethereum où j'ai invité des personnes qui connaissent bien l'écosystème Ethereum pour venir dresser un petit peu la situation de cette blockchain et les défis et les opportunités pour les mois et les années à venir. On ne parle pas trading, on ne parle pas spéculation, on va vraiment parler fondamentaux. Donc, on va parler de la tech, on va parler de l'équipe, on va parler de la stratégie marketing, communication, business. Et puis, on va essayer de comprendre l'histoire d'Avalanche et où est-ce que cette blockchain peut aller vraiment en termes de contenu, en termes d'écosystème dans les mois et dans les années à venir. Et pour ça, je serai rejoint là dans quelques minutes par mes invités. Donc, Guru Tanuki, que vous connaissez probablement, qui en plus d'être assez à l'aise avec la blockchain Avalanche, a aussi tendance parfois à casser un petit peu ceux avec lesquels il débat. Là, aujourd'hui, je crois que ça ne sera pas le cas, mais soyons pas si sûrs de nous. Et puis, on sera également avec Crido 9000, que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai à plusieurs reprises et qui est, je crois, il me corrigera tout à l'heure, ambassadeur Avalanche. Donc voilà, il est censé bien connaître la machine et les deux pourront justement répondre un peu à mes questions et à vos questions également sur l'écosystème Avalanche. À 11h30, je recevrai mon ami Pascal Tadarida qui viendra faire sa chronique DeFi et on va continuer sur la saison dédiée à la stratégie Delta Neutral et il viendra nous parler de l'optimisation des rendements grâce à cette stratégie. Et puis à 11h45, nous avions reçu il y a quelques mois de cela le fondateur et CEO de la boîte Liber ou Liber, je ne sais plus. C'est une application qui permet d'acheter, vendre et stocker ses crypto-monnaies de façon très facile et très intuitive. J'ai appris il y a quelques semaines de cela que l'entreprise avait fermé. Et puis, j'ai regardé un petit peu le communiqué de presse et j'ai vu que l'une des raisons, la plus importante selon l'équipe de la fermeture, c'est le poids de la régulation et le passage à MiCA. Et donc, j'ai proposé au fondateur et CEO de cette entreprise, Jules, de venir nous expliquer un petit peu le parcours de Liber avec la création,
l'enchaînement des événements et puis surtout qu'est-ce qui a mené à cette décision de fermeture pour l'entreprise Liber. Donc ne manquez pas cette partie de l'émission, ça va être hyper intéressant pour voir un petit peu les coulisses des startups crypto et le poids de la régulation qui peut parfois mener l'entreprise à sa perte. Alors avant de commencer, les copains, je compte sur vous pour relayer le space si vous regardez sur Twitter, pour vous abonner à la chaîne YouTube et à partager le lien à vos proches si vous regardez sur YouTube. Si vous êtes sur Twitch, pareil, abonnez-vous. Et puis, le replay de l'émission sera disponible quelques minutes après le direct sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music et Apple Podcast. Et voilà, je crois que je les ai toutes citées. Voilà, donc merci à tous. Je compte sur vous pour nous donner de la force. Et puis, je vous propose qu'on commence l'émission. Et pour ça, je vais accueillir mes invités du jour. Et d'abord, mon ami Guru Tanuki à l'FTJ. Bonsoir. Ok. Moi, je vais garder mon sérieux. Salut mon Guru, comment tu vas? Comment ça va? Ça va, ça fait longtemps. Wow. Ça fait beaucoup trop longtemps. Je t'en veux. Ah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein, les vacances, c'est long. Hein. C'est génial cet avatar. En plus, je crois que tu l'utilises parce qu'il t'arrive parfois de faire des lives, je crois, sur Twitch. Et je crois ouais, il y a longtemps. Il y a longtemps. Ouais. Ok. Eh bien, écoute, très bien. Très content de t'avoir. C'est vrai que je me suis posé la question, comme tu n'es pas doxed, comment tu vas te présenter? Est-ce qu'il y aura une image Et non, en fait, tu as fait l'effort de ressortir ta mascotte. Donc, merci. Ça sera au moins un peu plus vivant et un peu plus interactif. On va recevoir notre deuxième invité du jour, Crido. Alors lui, pas de mascotte. On a un, j'allais dire joli, mais il ne faut pas déconner, un chèvre. Salut Crido, comment vas-tu? Salut, bah écoute, ça va, moi aussi en vacances. Bon, en fait, je suis sur le nouveau hôtel, donc j'ai pris vraiment la première image que j'avais sous le coude parce que j'avais pas vu qu'il y avait les avatars qu'on passait par Restream et tout. C'est ma première fois via cette app, donc désolé pour la PFP. C'est un 101 qu'on avait fait pour la blague, pour une cross collab avec mon projet. Mais voilà, ça reste un peu dans le thème des chèvres, c'est un peu ma mascotte, donc voilà. Enchanté, très content, merci GRM. Très content d'être là avec vous aujourd'hui. Eh ben, très heureux. Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation. Larry qui nous précise que visiblement, Guru Tanuki remue pas mal la queue ce matin. Est-ce que c'est parce que tu es content d'être là? Ça, c'est à cause de la cam, ça, elle capture un peu trop bas. D'accord. Ok, bon, j'espère qu'elle ne capturera pas trop bas non plus, si tu vois ce que je veux dire. Bon, les amis, alors, on a plein de sujets à évoquer, mais d'abord, ce que je vous propose, c'est que vous vous présentiez un petit peu à celles et ceux qui nous écoutent, là, en quelques secondes, un petit peu, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, et on voit qu'il y en a certains à qui tes lives manquent. Gourou. Tu parles d'une époque où Gourou faisait des lives, on ne se souvient plus du dernier. Je crois que c'est. Ouais, non, mais ça, c'est. Voilà. Évolue. Gourou, pour commencer, si tu veux bien, rapidement, qui es-tu et c'est quoi ton approche par rapport à Avalanche? Voilà, je te laisse la parole. Alors, moi, je suis dans les cryptos depuis 2015. Ça va bientôt faire 10 ans. J'ai suivi, enfin, ça fera 10 ans d'ailleurs en novembre là. Et j'ai suivi un peu tout ce qui s'est passé entre Ethereum, bref, tous les cycles et toutes les blockchains. Je suis un peu un fanat de lecture de white paper. Je sais que maintenant ça se fait plus, mais bon, il fut une époque où fallait lire des white papers. Maintenant, il faut juste aller sur Pump Done Fun et puis gambling quoi. Mais voilà. Et du coup, ben, j'ai suivi tous les projets. J'ai investi de l'argent dedans. J'ai gagné ma vie comme ça. Et maintenant, je vis grâce à ça. Et Avalanche, je suis rentré dans Avalanche en décembre ou novembre 2020, donc très tôt. Je crois que la blockchain est sortie en septembre de mémoire 2020. Et je suis rentré assez tôt. J'ai connu des personnes à l'intérieur. J'ai sympathisé avec pas mal de gens. J'ai fait ça aussi avec Cosmos, pardon, qui était avant ça, avant Cosmos, avant que ça s'appelait Cosmos, ça avait un autre nom. J'ai oublié, mais ils ont rebrand aussi. Et j'ai fait la même chose avec Polkadot et du coup Solana au tout début. Donc je suis rentré dans tous les écosystèmes en même temps parce que je voyais que avec l'arrivée de Polygon, en fait, quand Polygon est arrivé et que la BNB Chain est arrivée, les blockchains L1 commençaient à avoir le vent en poupe et du coup je suis rentré dans tous ces projets-là pour voir à peu près qu'est-ce que ça valait.
Et j'ai suivi tous ces projets-là jusqu'à encore maintenant et tous les projets qui sont sortis bien après. Donc voilà, je suis un peu un ancien maintenant, un vieux comme on dit dans le milieu. Ouais, d'ailleurs, tu as parfois même des remarques un peu de vieux cons, hein, on va le dire, hein, portées sur les fondamentaux, et cetera. C'est pas Voilà, France, hein, mais bon, aujourd'hui, c'est ce qui va nous intéresser chez toi, évidemment. Merci Gourou, en tout cas, je répète, d'avoir accepté mon invitation. Crido, tu nous fais un petit peu merci à pareil? toi, hein. Si tu Ouais, ouais, bien sûr. Du coup, enchanté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Crido, community manager chez Avalanche. Je suis arrivé par la petite porte en 2021. Pour ceux qui ne savent pas, littéralement, je suis le petit de Gourou. C'est-à-dire que c'est un peu lui qui m'a tout appris on-chain, justement sur les fondamentaux, sur l'aspect cypherpunk de la blockchain. Moi, je suis arrivé dans l'écosystème, je connaissais rien. J'étais un ouvrier agricole. Et puis, il a eu la gentillesse de prendre de son temps pour m'expliquer un peu comment interagir on-chain, comment faire attention, comment il a essayé de me forcer beaucoup à lire des white papers, à m'occuper des fondamentaux, etc. Et c'est aussi comme ça que je suis rentré sur Avalanche. Après, sur Avalanche, c'était donc en printemps 2021 que je suis arrivé. Et puis, j'ai fait mon petit bout de chemin. J'ai été mercenaire pendant 3-4 ans, donc beaucoup de dégènes, beaucoup de DeFi. Euh, Surtout le cycle de 2021 et le beer qui s'en est suivi. Et depuis maintenant 6 mois, 6-8 mois, je bosse pour Avalanche. Et c'est sympa que tu aies dit ambassadeur tout à l'heure, GRM, parce que je ne suis pas ambassadeur, je suis CM, mais ça me donne une bonne opportunité de vite fait parler des ambassadeurs. non, C'est non, non, le programme. Non, mais tout à j'en l'heure. parle pas longtemps, juste une seconde. Les ambassadeurs, c'est à côté. C'est la DAO, c'est pas nous. Voilà, c'est juste à côté. Mais on en parlera après. C'est un segment très intéressant qu'il y a sur Avalanche aussi. C'est ça. Alors, Il messieurs, m'a il va il m'a falloir. brossé dans le sens du poil, là. Ouais, alors déjà bel hommage, hein, on dirait qu'il parlait d'un mort. Les gars, je compte sur vous ce matin pour être disciplinés, d'accord? Parce que il y Ah, a je vais essayer, hein. des qu'on doit évoquer. Gourou, tu me connais. Attends, voir si on a le temps. Ouais, pardon. Ouais, je compte sur vous pour être discipliné. Je vais vous poser des questions que je vais essayer de faire assez simples, assez conscrites, et je vais vous inviter à y répondre de façon conscrite. Parce qu'en fait, si vous partez et que vous commencez à parler de sujets et de digresser, ça va, entre guillemets, niquer mon plan et ça va casser peut-être la compréhension de celles et ceux qui nous écoutent. Donc, quand je vous dis « Attendez, on va le voir plus tard », s'il vous plaît, faites-moi confiance. On y reviendra plus tard, et notamment le programme d'ambassadeur, évidemment qu'on en parlera, parce que c'est un outil, je pense, d'expansion et de communication qui est intéressant, et dont certaines blockchains devraient peut-être même s'inspirer, ou pas, d'ailleurs, on verra ensemble. Mais voilà pourquoi je t'ai un peu coupé Crido. Merci, messieurs. Alors, je précise à ceux qui nous écoutent dans le live, vous pouvez poser vos questions. Évidemment, on en récupérera quelques-unes, et soit je les poserai en live si ça correspond au fil de l'émission. Soit je les pose à la fin si on a le temps. Mais par exemple, Cryptomanium qui me dit est-ce que les gars, vous pouvez me donner votre avis sur Polygon et savoir pourquoi on en est arrivé là? Bah là, les gars, premièrement, c'est pas le sujet. Et deuxièmement, si je lance Gourou sur Polygon, à mon avis, je pense qu'on en a pour au moins 5 minutes. Il va t'expliquer que c'est pas une blockchain, etc. Voilà. Donc on se calme et on verra après. Ah, je me trompe pas, Gourou. Ah non, on pourra en discuter si vous voulez. Bon, voilà, on verra à la fin. Alors, d'abord, j'aimerais bien, s'il vous plaît, d'abord, l'un d'entre vous, celui qui est plus à l'aise pour le faire, est-ce que l'un d'entre vous peut nous raconter l'histoire d'Avalanche? Moi, j'ai lu quelques petits trucs sur Internet, comment ça a été créé, etc. Est-ce que l'un d'entre vous est un peu à l'aise avec ça? Voilà, comment ça a été créé, par qui, sur quelle idée, à peu près en quelle année? Après, voilà, moi, j'ai des éléments, hein, au pire, si vous avez des qui manque, mais voilà. Est-ce que l'un d'entre vous veut se lancer là-dessus, peut-être pour poser un peu les bases? Alors, moi, je laisse le CM d'Avalanche répondre, hein. Tu sais, moi, je suis qu'une mascotte. Bah, j'allais te le proposer, gros, comme tu étais là depuis 2015, mais moi, je peux vous faire un petit récap assez rapide de l'histoire d'Avalanche. Ça a été créé en 2019 par la Team Rocket, donc Goon et ses copains. Le white paper a été publié en 2019, la chain a été déployée fin 2020, automne et hiver 2020. Aujourd'hui, c'est une blockchain qui a plus de 1500 validateurs, qui a un des meilleurs coefficients de Nakamoto dans les layers 1. Beaucoup de personnes appellent l'Avalanche un layer 1, mais en réalité, c'est un layer 0, puisque c'est un réseau de blockchain interopérable. Et la plus grosse différence par rapport aux chains monolithiques qu'on connaît,
c'est que vous pouvez créer votre propre blockchain avec votre propre VM et votre propre set de validateurs. Ok, alors ça c'est une belle overview d'Avalanche. On va rentrer évidemment dans le détail des différentes choses dont tu as parlé. Si on revient un peu sur l'histoire, tu peux nous, enfin je sais pas, l'équipe, tu sais un peu d'où elle vient. Est-ce Alors, qu'elle est doxed et ils sont combien et c'est quoi cette Team Rocket? Enfin, qu'on comprenne un peu le lore de la blockchain, puisque Team Rocket, on rappelle, c'est une référence à Pokémon. Est-ce qu'il y a un lien? Enfin, je sais pas, il y a des choses que tu peux ouais. nous dire là-dessus? Alors, je connais pas trop le passif de tous ceux qui ont créé Avalanche. Tout ce que je peux dire, c'est que Goon était professeur à Cornell et que c'est pendant son rôle de prof à Cornell qu'il a commencé à travailler sur Avalanche et que le projet est né. Donc, c'est avec ses collègues de Cornell et avec d'autres amis qu'il a créé ce projet. Donc, c'est une blockchain. Et des élèves aussi. Et des élèves aussi. Oui. Ok. Est-ce que c'est une blockchain qu'on peut dire américaine? Parce que Oui. parce que c'est important parce que, surtout en ce moment, avec cette politique pro-crypto américaine et particulièrement pro-crypto US, être une blockchain native des États-Unis, ça pourrait être un avantage. D'ailleurs, je me suis surpris à voir que Avalanche, enfin Avax, faisait pas partie de la réserve stratégique. Alors, on fait un petit point d'actualité, mais vous aussi, ça vous a déçu? Vous vous attendiez pas à ce qu'elle en fasse partie? Ou c'est quoi votre avis là-dessus, vraiment sur l'AVAX qui fait pas partie de la réserve stratégique américaine? Alors, moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Pour le moment, déjà, vous me dites si je me trompe, mais nos chers amis du gouvernement américain n'ont pas annoncé toutes les crypto-monnaies qui sont dans cette réserve stratégique, donc n'en tirons pas de conclusion La porte hâtive. est ouverte, effectivement, à d'autres cryptos. Tu as tout à fait raison. Mais elle n'a pas été mentionnée aux côtés d'XRP, Elle- Solana et Cardano. Donc, ouais. Effectivement, à ça, moi, la réponse que j'aime donner, c'est que pour le moment, de ce que je comprends, le gouvernement américain et notamment la cellule crypto met en avant les projets qui ont soutenu le fonds inaugural de Trump et son World Liberty Fund. Donc j'ai l'impression que pour le moment, c'est plutôt un renvoi d'ascenseur. Et après, on verra si d'autres crypto-monnaies rentreront dans cette réserve. D'accord. Ok. Ok. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh ben, on a vu, c'était récemment là, un post qui expliquait que le projet World Liberty Fund de Trump proposait à des projets d'investir chez eux en contrepartie d'un investissement du World Liberty Fund dans leurs cryptoactifs. Ouais. Donc, bon, on sent qu'il y a voilà, pas mal de renvois d'ascenseur pour le moment. Moi, j'ai vu les cryptos qui avaient été achetés par World Liberty Fund et il n'y a pas ADA, il n'y a pas Sol et il n'y a pas XRP. Non, mais il y a Move et il y en a d'autres. Et quand je parle de XRP et de ADA, j'en parle surtout par rapport au financement qu'ils ont fait sur le fonds inaugural de Trump. Donc, on parle de plusieurs millions. Après, voilà, ça c'est mon avis personnel. Intéressant. XRP, il y a 9,9 millions officiellement par le chairman de XRP. Ça, oui, c'est vrai. En revanche, pour Cardano et Solana, il n'y a pas de preuve comme quoi il Non, aurait. Solana, il n'y a pas de public. Solana, publiquement, il y a pas eu de donation. Et tu as Moi, vu qu'il aurait donné, lui? Tu as vu? pardon? Tu as vu, toi, que Cardano aurait donné? Je crois avoir vu, alors je ne sais pas si je confonds avec Ripple, mais je crois avoir vu une donation, ouais. Ouais, ouais, de Hoskinson, ouais. Mais Cardano, je crois pas. En tout cas, j'ai pas trouvé de source parce que j'ai cherché sur ce point-là justement. J'ai pas trouvé de source. En revanche, Charles effectivement est régulièrement sollicité. Il fait partie d'une espèce de pool de personnes autour de Trump qui peuvent potentiellement le conseiller, etc. Mais j'ai pas vu d'investissement là-dessus. Mais bon, refermons la parenthèse. Toi, Gourou, qu'est-ce que t'en penses? Avax dans la réserve stratégique, c'est bien qu'elle y soit pas. T'es un peu dégoûté ou tu t'en fous? Vraiment, je m'en branle. Et autre chose, c'est, je pense que pourquoi aujourd'hui on n'en parle pas de Avalanche, c'est parce que il y a eu une miscom de la team Avalanche pour le coup. Je pense qu'ils se sont littéralement foirés là-dessus, sur la communication. Ils s'attendaient pas, à mon avis, à ce que Trump mette vraiment la cinquième sur tous ces genres de choses en allant très vite là-dessus. Et je pense qu'il y a eu un gros miscom parce que pour le coup, la team Solana sent sur le dos des députés et des ministres américains depuis Biden. Voilà, donc
Solana est là depuis longtemps, quoi. En fait, il y a un lobbying de la part des entreprises crypto. Alors, tu parles de Solana, mais il y a Ripple, il y a Coinbase, il y a Kraken, enfin, toutes les grosses boîtes Oui, américaines. oui, oui. Elles font du lobbying depuis au moins 2021, au minimum, parce qu'en face, il y a Gary qui leur casse la tête, tu vois. Donc forcément, il y a un lobby contre lobby. Effectivement, beaucoup d'entreprises se sont positionnées là-dessus. Et c'est vrai qu'Avalanche, au niveau politique, alors je ne suis pas l'écosystème plus que ça, donc vous savez mieux que moi, mais c'est vrai qu'au niveau politique et même vraiment communication, je ne parle pas de marketing, c'est vrai qu'ils sont assez absents de ces sujets-là. En tout cas, de ce que je vois très peu d'informations relayées dans ce sens-là. Ou peut-être ils le font en coulisses, on n'est pas au courant, mais c'est vrai que c'est pas une Non. blockchain très politique, j'ai l'impression. Bah, je Voilà. peux, Mon je peux avis en parler personnel, c'est de. qu'ils sont Alors, forts, pas en perso. même temps, les copains, et c'est de Pardon. ma faute. Je vais plutôt vous donner. Non, 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 mais c'est de ma faute. Je vais partager la parole parce que même au niveau des auditeurs, quand vous parlez en même temps, ça coupe le son des deux, donc ça n'a aucun intérêt. Gourou, rapidement, et ensuite je vais redonner la parole à Crido. Non, moi, personnellement, de ce que je vois, c'est ils sont foirés. Ils ont voulu focus sur autre chose. Ce qui était, pour moi, la valeur d'Avalanche, c'était le B2B. Donc, le rapprochement avec des entreprises qu'ils ont en partie réussi. Mais la communication au sein de la politique et au sein des pays en règle générale, hein, parce que on parle de Solana pour les États-Unis, mais on peut prendre XRP pour tout ce qui est même le Dubaï et tout. On peut prendre même, pour le coup, là, je vais faire une éloge des Multiverix, mais pour la Roumanie, qui Multiverix au niveau politique a su s'installer en Roumanie. Il y a d'autres projets qui ont su s'installer dans le cœur de certains politiques à travers le monde. Et pour le coup, Avalanche, là-dessus, a littéralement skip, en fait. Et Ouais. pour moi, c'est une erreur. Crido, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est intéressant, Ouais. ce positionnement politique d'une blockchain et d'une tech en général, d'ailleurs. Ouais. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu un vrai changement depuis l'inauguration de Trump. Avant, Avalanche s'est très souvent positionnée comme agnostique au niveau de la politique, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas prendre de parti, elle ne voulait pas fund un parti ou une autre, donner un avantage ou des donations à un parti plutôt qu'un autre, et se concentrer exclusivement voilà, sur l'infra, sur la tech, en se disant de toute façon, la politique, c'est quelque chose qui arrive, ça fait partie de la vie de tous les jours. Les politiques changent, mais la blockchain reste quelque part. Donc, il vaut mieux se concentrer sur ce que nous, on peut délivrer, plutôt que sur, voilà, aller, entre guillemets, tirer le slip de Trump ou de Biden avant ou de qui que ce soit pour essayer de rentrer dans certains secteurs. Je pense que maintenant, c'est en train d'évoluer. On le voit de plus en plus. On a une cellule qui s'appelle OWL, qui est spécialisée dans le légal et dans l'aspect politique. On a de plus en plus de contacts avec ceux qui voilà, gèrent ces cellules aux États-Unis et ailleurs. Parce que par exemple, en Arabie Saoudite, on vient de faire la première blockchain Layer 1 de l'Arabie Saoudite. On tokenise beaucoup d'actifs sur plusieurs villes, dans plusieurs États, en Inde, aux États-Unis, à Dubaï, en Arabie Saoudite. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent Ouais. hors politique, je veux dire. C'est-à-dire que c'est des choses qui se passent directement avec les acteurs des États, Mm. sans forcément passer par le relais politique. Est-ce que c'est Ouais. une bonne chose? C'est à l'appréciation de chacun. Non, mais c'est intéressant ce côté puriste, tech, enfin, la tech avant tout. Mais c'est vrai que si tu n'as pas un minimum de soutien politique et ou réglementaire, bah, tu t'exposes effectivement à bah, des avantages concurrentiels que tu perds, en fait. Parce que même si ta tech est meilleure, si tu es mieux positionné au niveau politique, réglementaire et même économique, puisqu'on sait que les réseaux politiques et économiques sont quand même très liés, et les États sont potentiellement des clients ou des utilisateurs de ta technologie. Donc, je pense que faire l'impasse du côté politique et du côté même lobbying, c'est dommage. Et puis après, ce que tu disais est intéressant quand tu dis qu'ils ont commencé après l'investiture de Donald Trump. Ça peut aussi faire passer la blockchain pour une opportuniste, en mode maintenant qu'il y a Trump, je vais me faire copain-copain, me rapprocher, alors que peut-être il peut se dire, les gars, c'est trop tard. Moi, j'en ai qui me soutiennent depuis des mois et des années et des années. Toi, tu arrives maintenant que je suis élu, ça fait un peu
la cour du roi quand il est roi, quoi. Et je crois que Donald Trump est de ceux qui récompensent ses fidèles un peu à la manière d'un monarque et peut-être pas les opportunistes de la dernière heure. Je dis ça pas forcément pour Avalanche, mais je dis ça aussi peut-être pour d'autres qui se sont révélés pro-Trump depuis qu'il est élu, alors qu'avant, peut-être certains lui cassaient du sucre sur le dos. Et ça, on l'a vu partout. Donc, on verra si ça va payer pour Avalanche, mais ce que tu dis est intéressant au niveau institutionnel. Réussir à se positionner comme un layer 1 auprès d'un État ou de très grandes entreprises ou d'institutions, c'est vrai que ça joue quand même sur l'image que renvoie la blockchain, sur son côté fiable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Juste un dernier mot là-dessus. Avalanche n'est pas pro-Trump, qu'on soit d'accord. Elle est pro-personne. Il n'y a pas de bord politique au sein d'Avalanche. Nous, ce qu'on voit juste, c'est que depuis l'inauguration de Trump, c'est très important d'être actif dans ce champ politique. Donc, on s'y applique autant que faire se peut. Simplement, voilà, on reste quand même agnostique au niveau politique. On ne se prononce pas voilà, sur les bords de l'entreprise. Il n'y a pas de. Voilà, Avalanche, il n'y a pas un ticket Trump ou un ticket Kamala. Avalanche, c'est Avalanche. Ok, non, mais c'est bien, j'entends. C'est un point de vue qui est intéressant et pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Alors, avançons un petit peu sur le sujet et parlons des spécificités technologiques et de consensus d'Avalanche. Alors, on est écouté par des personnes qui tantôt sont des cracks de la tech, tantôt pas du tout. Donc, on va essayer de rendre la chose assez accessible. Et puis, si on a besoin d'aller un peu plus dans le deep, on ira aussi. Tu as déjà fait une petite introduction, Crido, tout à l'heure sur le concept de layer 0 plutôt que layer 1, la possibilité de créer une blockchain, etc. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette technologie, savoir un petit peu voilà, comment ça fonctionne Avalanche, c'est quoi comment fonctionne son consensus voilà, je laisse qui veut commencer là-dessus. Ensuite, on se challengera pour être le plus précis possible. Alors, je peux commencer pour l'overview, et puis je laisserai Gourou s'enfoncer dans la tech. Je pense que ça lui ira bien mieux. Donc, le consensus actuel d'Avalanche, c'est le consensus Snowman. L'avantage d'Avalanche aujourd'hui, c'est que tu as trois réseaux principaux qui sont la X-Chain, la C-Chain et la P-Chain. La P-Chain, c'est la chain sur laquelle tu valides, sur laquelle tu délègues ou tu mets tes AVAX sur un validateur. La C-Chain, c'est la chain EVM primaire d'Avalanche, celle sur laquelle on voit le plus de protocoles DeFi. Et la X-Chain, c'est une chain de transfert de valeur. Ça, c'est les trois chains primaires. Et ensuite, tu peux créer ta propre blockchain avec ton propre set de validateurs à partir de 5 validateurs qui chacun brûle 1,33 AVAX par mois. Voilà. Ça, c'est pour la base. Alors, évidemment, ce n'est pas forcément naturel pour tout le monde de considérer qu'on a trois chaînes. Est-ce que c'est exclusif à Avalanche d'avoir ce fonctionnement en multi-chain parce qu'on a l'habitude des blockchains sur lesquelles tu as une chaîne, la main chain ou la meta chain, et puis après tu peux avoir derrière soit des roll-up, soit des side chains, etc. Mais le système, c'est que protocolairement, on est déjà basé sur 3 blockchains. Est-ce que j'ai bien compris ça? Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu, tu l'as dit, un peu le rôle de chacun? Et puis surtout, comment est-ce qu'elles interagissent ou communiquent entre elles? Oui, la P-Chain, le principe, c'est qu'elle va valider toutes les transactions qui se passent sur la C-Chain. Voilà. Donc et sur la X-Chain. Donc, à partir du moment où tu vas interagir avec un protocole DeFi, envoyer des assets ou quoi, ce sera validé par un validateur de la P-Chain. À partir du moment où c'est sur ces deux autres chains, la C-Chain et la X-Chain. Quand tu pars sur ta propre blockchain Avalanche, ton propre Layer 1, il n'y a pas de shared security. Ce sont les validateurs de ta chain qui valident les transactions de ta chain. Voilà. Et à ma connaissance, on est le seul réseau de blockchain à avoir ce modèle-là, cette architecture-là. Donc, typiquement, est-ce que, et corrige-moi si j'ai pas compris, encore une fois, ça veut dire que toutes les transactions qui sont faites sur la C-Chain et la P-Chain sont quoi? Ils sont batchés et ensuite on les envoie directement sur la X-Chain, qui est la chaîne de validation. Non, la chain de validation, c'est la P-Chain. La X-Chain, c'est juste une chain de transfert de valeur. Ce n'est pas une chain très importante, ce n'est pas celle qui est la plus utilisée. C'était un peu un POC au début de la chain.
Aujourd'hui, ce sur quoi il faut vraiment, on va dire, comprendre, c'est la relation entre la pitchain et la seedchain. La Ok. pitchain, c'est là où tu as tes validateurs et eux valident les transactions qui se passent sur la seedchain, qui est la chain EVM d'Avalanche. Et donc, je repose ma question avec les bons termes cette fois-ci. Donc, ça veut dire que, en gros, comment ça se passe au niveau, vraiment au niveau technologique? En fait, les transactions qui sont faites sur la seed chain, donc la chaîne sur laquelle ça se passe au niveau des applications décentralisées, des protocoles, etc. Ensuite, ils sont quoi? Ils sont batchés, ils sont envoyés directement sur la. Ils sont envoyés directement sur la pitchain, il n'y a pas de batch. Ils sont envoyés un par un, tout d'un coup. Comment ça fonctionne justement pour que et quel est l'intérêt justement d'avoir deux, voire en l'occurrence trois chains? C'est quoi l'intérêt? C'est plus scalable? C'est quoi l'objectif? Est-ce que Euh, c'est comparable à un roll-up dans lequel on va avoir une blockchain de validation, une blockchain de data availability, une blockchain d'exécution? Enfin, expliquez-moi un petit peu parce que je découvre ce mécanisme. ouais. La X-Chain, vraiment, c'était pour faire du transfert de valeur. Donc, c'était vraiment un POC pour montrer que, voilà, on peut transférer des assets sur Avax, que ce soit de l'Avax ou même on pouvait faire des NFT sur la X-Chain. Mais c'était juste pour, voilà, faire un premier essai et montrer que la chain est rapide et pas chère et décentralisée. Et par rapport à la tech de vraiment comment les transactions sont envoyées de la C-Chain et de la X-Chain vers la P-Chain, je pense que je peux laisser cette question à Gourou, il répondra mieux que moi. Ouais, alors Gourou, allons-y. Si tu veux bien, est-ce que tu peux essayer de répondre un peu à mes questions pour que je comprenne et donne-moi une analogie peut-être pour comprendre pourquoi on a besoin Alors, de deux chains. Voilà. alors en fait, c'est la logique est assez simple et en fait, beaucoup de blockchains aujourd'hui essayent de la copier. On va dire que l'architecture Avalanche aujourd'hui est unique en soi, mais d'autres architectures se sont inspirées, notamment Flux ou Caspa ou même actuellement Ethereum s'en inspire énormément. Beaucoup disent qu'ils s'inspirent de Cosmos, mais en fait c'est plus proche de ce que fait Avalanche. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Base avec sa blockchain est en train de énormément s'inspirer de Avalanche, donc ils sont en train de créer le même processus. Alors comment ça fonctionne? En fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que sur une blockchain, en fait, quand vous faites vos transactions, vous passez en fait sur il y a différents layers en fait à l'intérieur du réseau. Il y a un layer qui s'appelle le layer de transaction. C'est là où on va dire 99% du temps on y est. Et en fait, en dessous ça, il y a ce qu'on appelle un layer de message en fait. Et en fait, ce layer de message, en fait, vous le voyez pas. En fait, c'est des protocoles qui communiquent entre eux ou des validateurs. Entre les validateurs, par exemple, et sur Solana, il faut comptabiliser dans les transactions ces messages. C'est pour ça que parfois, ça donne des métriques complètement folles. Hein. C'est bien ça? Exactement. En fait, sur Solana, il n'y a pas de layer de messaging. En fait, eux, ils ont tout sur le même layer. Ah oui. Et ça, C'est il pour ça que explique en oui, disant l'avantage, c'est que tout fait partie du proof of stake, même les messages. Donc, tout est sur la blockchain en vérité. c'est ça, exactement. Mais bon, Ça, il c'est y a clair. des avantages et des inconvénients. Ouais, ok. Le système de messages dans lequel soit ils sont sur la même chaîne, soit ils sont sur une chaîne annexe, ça, j'ai compris. Je te laisse continuer. Alors, c'est pas sur une chaîne annexe, attention. C'est juste que ça passe par un réseau, un canal de communication qui est sur la blockchain, mais que vous ne voyez pas. Mais par exemple, vous pouvez interagir avec. Vous pouvez envoyer des messages dans la blockchain. Donc, vous pouvez interagir avec. Mais 99% du temps, vous interagissez qu'avec les transactions. Voilà. Donc, Ok. vous pouvez interagir avec. Ça reste sur la blockchain, attention. Sauf que là, dans Avalanche, en fait, ils ont décidé en fait de séparer le travail de validation et de consensus et le travail de gérer la DeFi et gérer tout ce qui est transaction. Du coup, en fait, pourquoi ils ont fait ça? C'est pour tout simplement rendre la chaîne d'utilisation, c'est-à-dire la chaîne user, beaucoup plus efficiente. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup plus de transactions dessus parce qu'elle n'a pas à s'occuper de gérer tout le reste, en fait. Gérer le consensus, gérer la sécurité, gérer les transactions, tout ça, c'est mis de côté sur la sidechain. Et du coup, la sidechain, elle s'occupe que de mettre dessus les protocoles et de faire en sorte que les users utilisent la blockchain. Comment ça communique? Ben, c'est simple, ils utilisent le canal de messaging qui est à l'intérieur de ce qu'on appelle la primary chain, donc c'est la CPX. Et en fait, c'est avec ça en fait, qu'ils permettent en fait, de communiquer les trois ensemble. Et en fait, ils envoient tout simplement des messages à la blockchain P en lui disant bah, écoute, voilà, un tel Albert a fait une transaction à Bob, valide-moi cette transaction, est-ce qu'elle est correcte ou pas? La blockchain P s'en occupe, il fait son tour, hop, c'est validé et il en passe à autre chose. Et en fait, ça, c'est juste un transfert de message.
C'est un peu comme envoyer un SMS, si tu préfères. Ok. Et là, pour le coup, est-ce que c'est pas un point de failure, justement, ce système de messages interchain? Et est-ce que ça crée pas des latences? Et est-ce que ces messages sont véritablement envoyés on-chain? Voilà, juste pour comprendre le lien entre ces deux réseaux au sein d'une même blockchain. Alors oui, vous pouvez même les suivre. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez, la blockchain, la sidechain du coup, quand vous faites votre transaction, vous pouvez voir en fait la transaction être envoyée. Donc vous pouvez mettre un message dans votre transaction et en fait, ce qui va se passer, c'est que votre transaction va passer directement sur un validateur de la sidechain et qui va lui l'envoyer dans si vous voulez, la même pool ou le consortium, je ne sais pas trop comment d'analyser ça, mais un peu dans le rond-point, si vous voulez, où il y a à l'intérieur tout le monde qui va s'occuper de regarder si la transaction est valide ou pas. Et ça, ceux qui regardent ça, c'est la paid chain. Mais la said chain, eux, ils vont juste regarder la transaction et l'envoyer sur la paid chain. Donc, vous voyez la transaction partir. Ce n'est pas caché, absolument pas. Vous pouvez le voir. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que les validateurs de la paid chain et les validateurs de la said chain sont les mêmes nodes. Ils ne sont pas séparés. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, vous avez vraiment le security proof qui fait que les personnes qui s'occupent d'envoyer le message sont les mêmes que ceux qui vont s'occuper de valider. Voilà. Ok. Mais le travail est fait différemment. Est-ce que ça pourrait pas, encore une fois, je réfléchis à ce fonctionnement, est-ce qu'il pourrait y avoir, je sais pas moi, une DDoS ou un spam de messages et qui pourrait à un moment donné justement saturer la blockchain, ou est-ce que tout est pensé justement pour que ça se passe bien? Ah bah, Ça c'est nous est déjà arrivé arrivé, une hein. fois. En même temps, les C'est copains. déjà arrivé. Pardon. C'est déjà arrivé, hein. C'est déjà Ok. arrivé. Alors, tu veux nous raconter, et après Crido, n'hésite pas vraiment. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire, les copains? Mieux. Vous savez, en bas dans private chat, vous pouvez mettre un petit up dès que vous voulez réagir. Et comme ça, pour moi, c'est même plus facile pour vous passer la parole et que vous ne soyez pas frustrés. Donc, juste mettez un petit up quand le sujet vous parle et que vous avez envie d'y aller. Sur le sujet du spamming, c'est déjà arrivé. Alors, comment la blockchain a réagi? Tiens. Tu veux en parler, Crido, ou tu veux que je m'en occupe? Oui, oui, vas-y. Bah, elle ne s'est pas arrêtée, donc c'est super. On a été une des chains les plus résistantes à ça. Donc c'était pendant la folie des inscriptions. Il y a eu des inscriptions partout. Et puis après, les Chinois sont venus en faire sur Avalanche. Ils nous ont spam la chain. Les fees ont skyrocket. Je crois qu'on était monté à peut-être 4 AVAX de fees à l'époque par transaction. Et ça, c'était avant les dernières upgrades réseau, évidemment. Mais non, ça a été très drôle, ça a été une bonne expérience et ça a aussi montré la robustesse du réseau puisque malgré tout ce spam on-chain et malgré les fees qui ont skyrocket, on est resté debout par rapport à d'autres chains. Je sais plus qui était tombé down à l'époque, il y en avait quelques-unes, mais on a tenu bon. Je me rappelle, on en avait parlé dans l'émission, d'ailleurs, peut-être avec toi, Gourou, à l'époque. Ouais, j'étais là. Ouais, ok, tu vois, ça me rappelle, c'est vieux. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est vieille, notre histoire maintenant. On commence à avoir des souvenirs en années, c'est fou, hein. Tu veux rajouter C'est quelque beau. chose sur cet événement, ou c'est bon, c'était plutôt bien résumé? Ouais, non, c'était très bien résumé, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé, techniquement parlant? En fait, il y a eu un problème au niveau de justement l'envoi de messages qui faisait que, quand vous envoyez énormément de messages sur un réseau, n'importe lequel, vous saturez le réseau. Vous pouvez saturer littéralement n'importe quel réseau dans le monde si vous avez l'argent pour pouvoir le faire. Sur Avalanche, en fait, ou sur d'autres blockchains comme Bitcoin et tout, quand vous saturez un réseau, en fait, les fees augmentent. Sur Avalanche, en fait, il y a une protection, en tout cas sur la sidechain, il y a une protection pour éviter en fait que justement les fees skyrocket beaucoup trop. En fait, le but de la sidechain, il ne faut pas oublier, c'est que ça soit user-friendly, c'est-à-dire que les utilisateurs puissent l'utiliser sans que ça leur coûte un bras et que ça soit rapide. Donc en fait, il y avait une sécurité au niveau des gaz en fait qui était sur la sidechain. Et en fait, à un moment donné, cette sécurité-là en fait a eu un problème dans le code qui fait que il y avait des messages qui outrepassaient la sécurité de gaz et en fait qui arrivaient quand même à passer. Mais le problème, c'est que les validateurs, eux, voyaient arriver un message qui pesait plus lourd que ce qu'ils devaient valider. Et ça, pour eux, c'est pas normal. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis ces messages de côté et en fait, les messages tournaient en boucle. En fait, c'est comme si que vous aviez, comme un gamin, si tu veux, qui vient te voir, qui dit: «Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi?» Tu sais, toutes les 2 secondes, et ben là, c'est parein, en fait. Le message, en fait
Ouais. Et le message, en fait, fait le tour de tous les nodes, comme ça, constamment, constamment, constamment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des nodes qui étaient moins performants que d'autres et qui, eux, ont commencé à dire oula, ça commence à faire beaucoup en termes de charge et qui, du coup, a fini par ralentir la blockchain. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Et c'est là l'avantage. Ok, très clair. Ça a été corrigé, hein, pour le coup. Donc demain, si ça venait à réarriver, enfin à resurvenir, ça se passerait mieux. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, pour ceux qui sont ultra techniques, c'est qu'en fait, il y avait ce qu'on appelle un float. Au niveau quand vous rentrez votre gaz, il y avait un float. Maintenant, c'est pas un float, c'est C'est fixe. quoi un float? Ce qui fait qu'un float, ça veut dire qu'en gros, il pouvait avoir une différence de quelques virgules après, quelques chiffres après la virgule. Et en fait, ça faisait que on pouvait pousser à un peu plus que trop, qu'est-ce qui était fixé. Et du coup, c'est ça qui posait problème. Aujourd'hui, c'est fixe. Donc, il ne peut plus y avoir. Mais le problème, ça crée aujourd'hui un peu d'autres problèmes. C'est pour ça qu'on a augmenté les gaz fees récemment, justement pour éviter ce genre de problème plus tard. Ok, très clair. Merci beaucoup. Parlons un petit peu du consensus maintenant. Et donc, c'est une blockchain en proof of stake. Est-ce que c'est un proof of stake qui est particulier? Parce que tu sais, il y a plein de proof of stake différents. Authority, History, bref, même moi, je ne comprends pas trop. Mais est-ce que vous avez chez Avalanche un proof of stake particulier? Si oui, comment il s'appelle et comment ça fonctionne? Et ensuite, parlons un peu des spécificités hardware. En gros, quel type de machine il faut pour faire rouler un nœud, combien d'AVAX il faut staker sur le protocole. Voilà, qui veut nous faire une petite overview un petit peu de comment se passe le consensus et comment faire tourner un nœud pour participer à la sécurisation du réseau. Qui veut commencer? Monsieur le CM, c'est votre tour. Allez, je fais l'overview et tu nous parleras du consensus en détail. Donc, aujourd'hui, pour valider on-chain, si tu veux un validateur de la P-Chain sur Avalanche, il te faut 2000 AVAX que tu loques pendant X temps. C'est toi qui choisis la durée de validation. C'est combien là? Et tu... Pardon? Attends, on parle le prix de l'AVAX, même si en ce moment le prix là, il veut plus rien dire parce que AVAX il tient le coup, je trouve. Hein. 17 $ sur un an. Ah ouais, non, ça fait mal quand même. Hein. Bon, bref, passons. 17 $ donc par 2000. Non, mais au cas où, il y a peut-être des gens 34 dans 000. le monde qui veulent se lancer. Hein. Ça fait 34 000 $ pour faire tourner un nœud. C'est bien ça? Exactement, ça c'est pour faire tourner un nœud sur la P-Chain. Donc ça c'est pour, voilà, c'est pour valider le réseau primaire, donc X, P et C. Après, l'avantage de la nouvelle architecture d'Avalanche qui est arrivée avec Avalanche 9000, c'est que maintenant on a des marketplaces de validateurs de Layer 1 comme GoGoPool, où vous pouvez aller valider un Layer 1 comme par exemple les deux nouveaux qui viennent de sortir en permissionless qui sont le Beam Network et Cocknet. Et vous avez donc un hardware qui est des requirements de hardware qui sont différents. Et vous n'avez pas à mettre 2000 AVAX de collatéral à lock. Vous avez simplement à brûler 1,33 AVAX par mois et à prendre les requirements de la chain en question. Donc, par exemple, pour Cocknet, il fallait mettre du coq en collatéral. Vous le lockez pour, je crois que c'est 90 jours et vous avez 6900% d'APR sur votre nœud sur ces 90 jours, quoi. Et pour BIM, ce sera d'autres requirements, d'autres rewards. Donc voilà. Et je crois que pour la P-Chain, quand vous validez, donc avec un nœud à 2000 AVAX, on est à peu près à 7% d'APR sur le nœud. Ok. Alors, on va parler des subnets, c'est ça? C'est comme ça qu'on appelle les blockchains. Alors ça, c'était avant. Ça, Ah ouais. c'était, il fut un temps, c'était avant Avalanche 9000. Maintenant, on appelle ça des Layer 1. Layer 1. Ils ont rebrand. On a rebrand et puis l'architecture n'est plus la même non plus aussi. C'est-à-dire qu'avant, pour faire un subnet, il fallait avoir 2000 fois, il fallait avoir 5 validateurs de la P-Chain, donc 2000 AVAX x 5 pour faire ton propre subnet. Aujourd'hui, c'est 1,33 AVAX x 5 par mois, donc on a vraiment explosé les prix d'entrée, quoi. Alors, on va y revenir parce que ça va être intéressant de voir ça. Mais d'abord, concentrons-nous sur la P-Chain. Donc la chaîne, enfin même le réseau, on va dire, principal. Donc 2000, 7%. C'est quoi le pourcentage à peu près de crypto staké sur la supply? Tu sais à peu près ou pas? On estime qu'il faut au minimum 60, 70, je crois, dans ce type de blockchain. On n'est pas à 60-70 en ce moment, non. Je crois qu'on est plus dans les 50 et quelques. D'accord. Parce qu'en bull run,
entendre aussi, ouais, OK. D'accord. Cin Bon, 52% actuellement. OK, très clair. Le hardware, qu'il faut, pour faire tourner un nœud, est-ce que c'est coûteux, ou est-ce que, on peut le faire tourner avec un téléphone? Enfin, concrètement, vous avez des infos là-dessus? Parce que c'est important aussi pour, assurer la décentralisation que «n'importe qui» entre guillemets puisse faire tourner un nœud, au-delà du prix d'entrée. Ouais, on avait une grosse mode des grille-pains sur Avalanche en 2021. Aujourd'hui, c'est en train de changer parce qu'on veut scale, on veut pouvoir avoir plus de TPS. Donc, on est en train de monter un peu les requirements. Ce sera toujours accessible hein, pour le commun des mortels. Ce sera jamais aussi lourd qu'un validateur Solana, par exemple. Mais l'époque des grille-pains est révolue. C'est quoi Alors les pour Peut-être, donner une Gourou, tu idée, peux nous. alors Ouais. d'abord qu'on comprenne, c'est parce que j'ai pas la ref des grippins, tu veux bien nous nous expliquer? Bon, en gros, il y avait des mecs qui faisaient tourner des notes sur des Raspberry, quoi. Donc, ça, aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. OK, j'en ai fait partie. OK. Tu voulais rajouter un truc là-dessus Heu, sur les spécificités, ouais, les en gros, aujourd'hui, pour ceux qui se demanderaient à peu près combien il faut, si vous enfin, je parlais de AWS parce que c'est ce que tout le monde connaît le mieux en termes de prix. Faut compter aujourd'hui entre 400 et 450 € par mois, pour valider la primary chain. Si derrière, après, vous voulez valider d'autres réseaux, donc d'autres layer 1, il faudra que vous regardiez les spécificités, ça dépend du layer 1. Il y a des layer 1, qui demandent littéralement rien. Vous pouvez encore certains layer 1 faire tourner sur Raspberry, mais la majorité, il vous faudra à peu près rajouter 200 € de plus pour rajouter un layer 1. Voilà. OK, très clair. C'est justement, on a combien de nœuds, combien de validateurs, et est-ce qu'on a une idée du nombre d'entités pour essayer d'estimer la décentralisation, de d'Avalanche? On est à un peu plus de 1500 validateurs. Et je crois qu'on est dans les chains qui ont la meilleure décentralisation des validateurs dans le monde. OK, OK. Ouais, Heu, si on prend le cas, des IP ou si on prend le cas des, DAO qui sont montés ou même de Gogopool, bon, même si je suis pas un gros fan de Gogopool, mais passons. Aujourd'hui, il y a à peu près, 700, validateurs qui sont connus comme étant, tenus par des gens, lambda. Voilà, donc c'est pas quasiment moins la moitié. OK, j'ai compris. OK, très clair et alors vous, alors donc on parlait justement, on benchmark un petit peu par rapport à d'autres blockchains en termes de métriques, notamment, sur, le nombre de transactions par seconde. Enfin, intéressons-nous un petit peu, à ceux, par lesquels les blockchains se battent, et notamment les layer 1, avec l'ATVL, le nombre de transactions par seconde. Alors bon, ces métriques, elles valent ce qu'elles valent, mais c'est quand même intéressant. Où se situe Avalanche en termes de, on a parlé de la décentralisation, peut-être de la scalabilité, par exemple, et du coût pour faire valider une transaction, c'est quoi? C'est en centimes, c'est en dixièmes de centimes? Alors, on a eu la plus grosse mise à jour réseau d'Avalanche récemment qui s'appelle Avalanche 9000. Elle a inclus une refonte des fees sur la C-Chain. Donc, on est passé de 25 nano-AVAX à 1 nano-AVAX. Aujourd'hui, les frais sur la chain, c'est du dixième de centime quand tu vas interagir avec des smart contracts qui sont pas voilà, à la traîne, quoi. Et après, c'était quoi ta deuxième question, pardon? Dans le coût et le nombre de transactions par seconde, est-ce qu'il y a des tests qui ont été faits pour essayer de voir jusqu'où on pouvait pousser le réseau? Je sais que certains ont fait ça. Est-ce qu'il y a des phases de congestion? Est-ce qu'au contraire tout se passe bien? Enfin voilà, au niveau vraiment scalabilité, quoi. Ouais. Alors, de mémoire, peut-être que Gourou va me contredire. Je crois qu'on est environ à 250 TPS sur la C-Chain actuellement. La C-Chain qui est un peu le dinosaure des chains sur Avax parce qu'elle n'a pas pu avoir encore profité de toutes les mises à jour réseau d'Avalanche 9000. Après, quand tu passes sur un Layer 1 Avalanche, tu peux monter bien plus haut, tu peux monter à 500, voire 1000. Et avec Hyper SDK qui doit arriver d'ici quelques mois, on croise les doigts, on devrait arriver à taper entre 1500 et 2500 TPS. Voilà. OK,
On a en commentaire, c'est quoi un subnet? Alors, donc alors j'imagine que c'est une blague parce que la personne, elle a un petit emoji triangle, donc j'imagine qu'elle elle connaît la réponse à Oui. sa question. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent, on va parler maintenant du fonctionnement entre un layer 0, parce que c'est ça le nouveau naming, hein, si j'ai bien compris. Un Avalanche. layer 1. Ça a toujours été layer 0 hein, pour le coup pour Avalanche. Ok. Donc layer 0 pour Avalanche. Et puis on a ensuite eh bien, des blockchains que n'importe qui, entre guillemets, peut créer, et qu'avant, ça s'appelait des subnets, et que maintenant, ça s'appelle des layer 1. C'est bien ça? Oui. Alors, revenons sur les conditions pour lancer ce layer 1. Et deuxièmement, il y en a combien aujourd'hui? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça attire? Est-ce qu'il y a de la transac dessus? Et ensuite, au niveau technique, comment, à un moment donné, les transactions qui sont faites sur ces layer 1, est-ce qu'ils sont renvoyés sur le layer 0 pour être validés avec toute la sécurité d'Avalanche, ou est-ce qu'ils sont validés directement sur ce layer 1 avec leur propre nœud, etc. Donc d'abord, les conditions pour l'ouvrir, et ensuite, comment ça fonctionne? Oui. Donc Vas-y. pour créer un layer 1 sur Avalanche, aujourd'hui, c'est très simple. Littéralement, si tu veux faire une chain testnet EVM, tu peux la faire en quelques minutes. On a vu là récemment, je te parlais de Beam Network qui était sur l'ancien modèle de subnet, qui est passé sur le nouveau modèle de layer 1 en 47 minutes. Donc vraiment, c'est en termes d'onboarding, c'est vraiment génial. On a en testnet actuellement, parce qu'on a un programme qui s'appelle Retro 9000, qui est fait pour attirer les développeurs et concepteurs de blockchain sur Avalanche. On a de mémoire un peu plus de 750 layer 1 en testnet actuellement. Donc ça va dans tous les sens, hein. Il y a de la DeFi, de l'infra, du ticketing, du gaming, il y a de tout. Et pour setup ton propre layer 1, ce qu'il te faut, c'est au minimum 5 validateurs qui brûlent 1,33 AVAX par mois. Donc ça te fait 8 AVAX par mois. C'est le coût est vraiment ridicule. On ne parle pas du hardware et des VPS, mais ça fait pas beaucoup plus in fine. Et en mainnet... On est passé de 10 000 AVAX à quelques 8 AVAX par mois. Exactement, 8 par mois. Parce que la barrière à l'entrée à l'époque des 10 000, c'était trop élevé et que personne le faisait. C'est ça la démarche, ou il y a une autre raison? Il y a de ça, et puis en fait, c'est surtout une barrière à l'entrée pour toutes les petites et moyennes entreprises qui veulent se lancer dans un business blockchain. Ils peuvent pas poser 10 000 AVAX upfront, quoi. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, même, tu peux créer ta chain, voir si tu as un product market fit sans avoir à lock 10K AVAX, monter 5 validateurs pitchain. Et aussi, le gros avantage, le gros changement, c'est qu'avant, quand tu faisais justement tes 5 validateurs pitchain pour faire ton subnet, tu étais obligé quelque part de valider la pitchain. Donc pour des raisons de compliance, pour certaines entreprises en Asie, aux États-Unis, c'était pas forcément possible. Donc à l'heure actuelle, parce que tu parlais de shared security tout à l'heure, il n'y a pas de shared security sur les layer 1. Tu fais tes validateurs et ce sont eux qui gèrent les transactions sur ton layer 1. Il n'y a pas de remontée sur la pitchain. Alors, pour comprendre l'aspect réglementaire dont tu parles, c'est intéressant. C'est-à-dire que ces entreprises qui voulaient se lancer en tant que subnet, elles devaient avoir une activité de validation et une activité propre de ce qu'elles voulaient faire. Et ça, en termes d'objet social, ça pouvait poser problème. C'est ça dont tu parles? C'est surtout au niveau de la compliance, parce que, par exemple, certaines entreprises, certaines banques, elles n'ont pas le droit de valider des chains permissionless. Donc, si par exemple, tu es un institutionnel et que tu veux faire ta chain permissionnée pour que tes VC et compagnie aillent trader des RWA dessus, ben, tu peux pas forcément au niveau compliance aller valider en même temps un réseau permissionless. Très clair. Très clair. Merci beaucoup, Crido. C'est hyper intéressant. Donc, désormais, barrière à l'entrée pour ouvrir ces layer 1, diminuer vraiment au minimum. Ce dont tu me parles, je t'avoue, hein, est assez impressionnant quand même. On a 750 layer 1 qui sont en testnet. Alors, bon, est-ce qu'il y a dans les 750, tu en as peut-être un qu'on a lancé 100 pour essayer et en vérité, ça vaut rien. Mais si on doit compter peut-être le nombre de layer 1, on va dire réel,
Ouais, non, mais tu vois, genre les vrais, pas les fakes, je l'ai créé pour essayer, en fait, je m'en fiche, ou j'ai fait gonfler les stats et j'en ai lancé 40 parce que de toute façon, ça coûte que dalle. Concrètement, dans le pool là, de Layer One, à votre avis, il y en a combien qui peuvent Alors, émerger? Ouais. c'est pas, je à mon je t'ai mis avis, le. Attends, excuse-moi. attends 2 secondes. Oui, Je je t'ai l'ai juste vu, mis je l'ai le vu ton lien. lien. Voilà, j'ai mis le lien pour les L1 déjà en mainnet. Voilà, Voilà, Ok, pour t'en as ceux qui veulent 50 voir. là. je vais partager ce lien justement. Alors, en fait, je l'ai partagé avant même d'y aller. Mais effectivement, si nous y allons, et vous pouvez, vous, même dans l'audience, d'ailleurs, vous savez quoi? Je peux même le partager. Parce que ici, on fait les choses bien. Donc là, typiquement, si on est là, on sait qu'on peut. Hop, on sait que là, on a. Alors, ça, c'est tous les L1, c'est ça? Ouais, tu peux C'est aller ça. même sur le lien que je t'ai mis, il est beaucoup plus visuel. Tu as une map de tous les Layer One où tu vois les noms, les validateurs, etc. Donc c'est. Je peux. Ouais, mais Je c'est peux, moins bien rangé, je trouve, à Ah, afficher comme ça. mettez-vous d'accord, les gars, hein. Bon, non, mais Ah putain. c'est pas grave. Bon, en gros, ouais, moi, je Tu peux aller préfère. là sur ouais, Layer One. Tu vois, tu as un onglet en bas là, Layer One, et tu En vas avoir bas? une map. Ah ouais, Tout- ici et tout- là. Ok, super. Voilà. Ok. Donc ça, c'est tous les L1 ils sont live, ceux-là. Ils sont mainnet ceux-là, ouais. Et tu peux trier en haut à droite, tu peux mettre Fuji, et tu vas voir qu'il y en a 780 sur Fuji. Fuji, c'est le test. C'est le testnet, ouais. En tout cas, c'est joli. Voilà, là, tu comprends ce qu'on fait sur Avalanche. Tu vois. Mais esthétiquement, bah, calme-toi, hein. Non, mais esthétiquement, tu vois, pour le coup, ça a de la gueule. Je n'ai aucune idée s'il y a une réalité dans ces petits points-là, mais ça donne un effet d'écosystème, tu vois. Et alors là-dedans, par exemple, lesquels sont les plus, on va dire, importants en termes, j'en sais rien moi, de TVL, en termes d'utilisateurs actifs quotidiens. Parlons un peu chiffres, parce que tu sais, on connaît le logo porn où on fout des logos partout, on invente des stats et tout. Et moi, je veux pas tomber là-dedans. Tu vois, je suis un peu sceptique, moi. Donc, par exemple, il y a quoi qui marche bien là dans cette map et sur lequel il y a du monde et où il y a de la TVL, par exemple? Allez, je vais t'en donner 3. Ouais, c'est parti. Le premier, Off the Grid, il y a 500 000 utilisateurs actifs en ce moment, et c'est des vrais utilisateurs, vu que c'est des gens qui ont créé des comptes Epic Games ou PSN ou Xbox, et c'est des gens qui jouent à Off the Grid quotidiennement. Et Il on est est, où? tu dois le voir, c'est le Guns. Ah, pourquoi il Euh, s'appelle pas Off the Grill? Il est relou, lui. ah, c'est l'éditeur du jeu qui s'appelle Gunzilla. Ah, c'est ça. Euh, Ici, ouais, là. Bon, ici, exactement. il n'y a pas de stats, mais ok, d'accord. Bon, bref, de toute façon, ça, on va en parler du gaming, parce qu'effectivement, on ne peut pas parler d'Avalanche sans parler d'Off the Grill. On y reviendra tout à l'heure, mais celle-là, ok. Les deux autres. Les deux autres, tu as Dexalot qui te permet de faire du trading spot. Euh, et eux, ils font énormément de transactions et de volume. J'ai pas les chiffres là sur moi, mais ils sont dans le top 5 des applications de ce genre quand tu vas sur des Filama. Et Ils ceux-là, font partie de ceux qui font le plus de volume. avant de lancer leur layer one, ils avaient un subnet ou pas du Ouais. tout? Mm. Ok. Ouais, ouais. Et après, ils ont fait la Ouais. transition. Et qu'est-ce qu'ils ont fait des 10 000 AVAX là? Ils les ont récupérés? Je sais pas si Dexalot a encore fait la transition. Mais vous pouvez Je sais faire que la Non, Beam l'a transition. faite. Ouais. Dexalot ne l'a pas fait et les 10 000 AVAX ont été prêtés par la team. Ok. Très bien. Et le troisième, allez, comme ça, on a fait Et un le petit. troisième, c'est Beam Network. Hein. Beam Network, ils ont déjà ils ont vendu plusieurs milliers de validateurs. Là, ils sont en train de, viennent de faire leur transition entre Subnet et Layer One, et on va passer en phase permissionless très bientôt. Donc tous ceux qui ont mint leur validateur vont pouvoir valider la chain. C'est une chain gaming aussi. Et ils ont levé, je sais même plus, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars pour leur node, et on a plusieurs milliers de nodes. Je sais même plus, c'est 3000 ou 5000 nodes qu'ils ont vendus, voire même plus. Donc ça va être une chain extrêmement décentralisée aussi. Alors Ok. pour le coup, moi j'aurais pas donné ces deux-là à la fin. J'aurais Mhm. donné sûrement Deloitte pour le coup. Parce que Deloitte, faut pas oublier que c'est l'une des plus grosses entreprises du monde. Hein. Elle fait partie Donc du là, top 10 des plus grosses entreprises du monde. tu parles de Deloitte, hein, puisqu'en France, on dit Deloitte hein, sans difficulté, Oui, qui est une Deloitte.
on va dire, audit, expertise comptable, etc. Effectivement, une des plus grosses du monde. Et eux, alors, ils ont lancé leur Layer One, tu dis. Ouais, depuis 2021, ils sont sur Avalanche et d'ailleurs en 2022, ils ont, ils ont utilisé la blockchain Avalanche pour justement, utiliser un smart contract pour rembourser, tous les agriculteurs qui se sont fait toucher par, la canicule de 2022 aux États-Unis et au lieu de mettre 2 semaines, à rembourser tout le monde et en plus de ça avec les frais, bancaires, les frais des gens, bref, toute la chaîne pour pouvoir rembourser tout le monde, ils l'ont fait directement avec un smart contract. Ça s'est passé en même pas une journée et tout le monde a été remboursé en une journée. Ils étaient très, très contents. Ils en ont fait, d'ailleurs tout un speech. Deloitte a été l'une des plus grosses entreprises à parler d'Avalanche, un peu partout. Même malgré que bon, ils en ont pas fait la promotion, très longtemps, mais le jour où c'est arrivé, ils en étaient très contents parce que c'était pour eux Ok. un gain de plusieurs millions pour, Et Deloitte. ça, et alors, parce que bon, concrètement, ça c'est un événement, mais au quotidien, ils l'utilisent ou ils l'ont fait juste comme ça pour dire ouais, on est fun, on Non, est dans le non, web. non, le au quotidien, ils l'utilisent, hein. Ah ouais, ok. En Et fait, le, quand ils ont besoin de rembourser énormément de monde, d'un seul coup, ils utilisent justement des smart contracts pour que ça évite justement toute cette chaîne de personnes qui vont grappiller chacun quelques milliers d'euros, à chaque personne, quoi. mais quoi, ils demandent aux gens d'ouvrir un wallet pour recevoir l'oseille ou c'est juste le smart contract qui déclenche les paiements avec un oracle et c'est des paiements qui sont Web 2 classiques? C'est ça, c'est des paiements en fait qui sont Web 2 très classiques. En fait, après, ça lance les transferts directement sur les comptes bancaires. J'ai compris. Ok, tu voulais en citer un dernier? L'autre, ah oui, l'autre, c'était, il est pas, marqué là, précisément, je crois. Je sais pas si Credo, ils ont changé le nom, mais c'est, DWM DMV? qui en Ouais. DMV, pardon, ouais, DMV, qui est le service, routier de Californie? Non, de Wyoming? Je sais plus. Ouais, Oui, Californie. Californie, ouais. Californie, ouais, qui ont mis, 39 millions de personnes sur la blockchain, et qui sécurisent justement les cartes grises sur la blockchain. C'est Donc eux aussi, ils 42, ont leur propre layer one. c'est 42 millions, je vois ici. Ouais. Euh, Ah, euh, 42. ouais, ils ont acheté de la voiture ces derniers temps, les gars. Non, mais ouais, ouais, ok, d'accord. Ça, c'est bien. Ça, c'est des, tu vois, ça, c'est des utilities. Alors, je coupe le partage, hein, messieurs. Merci en tout cas pour cette petite overview de l'écosystème. Et c'est vrai que ce genre de partenariat et ce genre de use case, ce genre de cas d'usage réel, industriel, traditionnel, même je pourrais le dire, parce que là, on parle de carte grise, on parle d'audit et de remboursement assurantiel. Enfin, ça, c'est vraiment des choses de la vie du quotidien de nous tous, en fait, hein. Le fait que ces entreprises choisissent Avalanche, alors, au moment de l'annonce, en tout cas, ça crée forcément des pics de confiance. On se dit, bon, les gars, ils avaient le choix entre plein de layers, ils ont choisi celui-là. Donc, j'imagine que leur département innovation et département technologie, j'en sais rien, ils ont fait due diligence, études techniques, benchmark, etc. Et donc, s'ils ont choisi Avalanche, bah, c'est pas pour rien. Et ça, c'est vrai qu'il faut que la blockchain, et toutes les blockchains d'ailleurs, arrivent à se positionner en fait sur ces appels d'offres. Je ne sais pas s'il y a des appels d'offres d'ailleurs, mais normalement, à ce niveau d'entreprise, il y a un appel d'offres qui se fait. Et donc, le fait qu'Avalanche se positionne sur certains de ces contrats-là, c'est hyper intéressant. Même si peut-être d'aucuns me diraient que c'est permissionless et en fait, il n'y a même pas besoin d'être en contact avec la fondation, ils l'ont peut-être fait eux-mêmes, mais j'en doute. Je pense qu'à ce niveau de taille d'entreprise, ils vont chercher sans doute aussi du soutien, de l'accompagnement, du support de la part de la fondation. Est-ce que tu veux en dire un mot, Crido? Ouais, carrément. Le truc qui est super cool avec Avalanche, c'est qu'on a une approche où on n'est pas des mercenaires du Grant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont venir build chez nous, mais pas pour le Grant, pour la tech. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à essayer de ramener du produit à tout prix ou des partenariats à tout prix, quitte à lâcher des dizaines ou des centaines de millions pour avoir un flagship sur notre chain. Vraiment, les mecs, ils viennent parce qu'ils savent qu'ils auront la meilleure solution chez nous. S'ils vont pas ailleurs, c'est parce qu'ils savent que chez nous, ce sera le plus reliable, quoi. Et autre exemple de tokenisation très récent, là, il y a 2-3 jours qui vient d'arriver sur Avalanche, on a une ville en Inde qui vient de tokeniser 700 000 terrains. Donc tout le cadastre en fait de la ville en Inde a été tokenisé sur Avalanche, ce qui permet, ben voilà, on le sait quand on va dans ce genre de pays, c'est un merdier sans nom pour savoir à qui appartient quel terrain.
Maintenant, ce sera directement dans un registre accessible à tous les citoyens et à tous ceux qui bossent pour le gouvernement. Et ça aide énormément les gens au quotidien, quoi. Donc, très content de voir qu'il y a de plus en plus d'infra et de soucis du quotidien qui sont réglés via Avalanche. Et encore une fois, c'est pas sur du mercenariat de Grant, parce qu'on en voit souvent sur d'autres chains. Non, C'est mais ça, on vraiment va y parce que la revenir. fonctionne. Là, on voit qu'au niveau de ces entreprises, à mon avis, Deloitte, il ne va pas choisir sa blockchain parce que là, il va avoir 5000 balles de grant. Je pense qu'on n'en est pas là. Par contre, pour attirer peut-être des projets plus petits ou des startups, etc., là, peut-être que le grand programme peut être un outil intéressant, mais on y vient juste après. Rapidement, Gourou, avant de passer au sujet suivant. Ouais, alors pour le coup, ouais, il y a Deloitte que j'ai cité, mais Deloitte, en fait, Emin Gun les connaît très bien. Il a fait partie du Fortune 500 Emin Gun donc il a travaillé pour eux, donc il connaît très bien Deloitte. Donc c'est pour ça que Deloitte s'est aussi rapproché d'Avalanche. Mais en fait, il ne faudra pas oublier qu'Avalanche, en fait, comme je disais, ils étaient très B2B, donc tournés vers les entreprises, et ils ont AvaCloud. AvaCloud, qui est une société à but lucratif, qui est en dehors de la fondation, qui travaille pour Avalanche. Et eux, en fait, ils s'occupent justement de onboarder les entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise, quand elles ont besoin, elles passent par eux. Et eux, en fait, leur fait un custom pour pouvoir avoir exactement ce que leur entreprise a besoin. Pour le coup, on peut citer d'autres entreprises comme BlackRock, comme WisdomTree, comme Templeton, comme Cities, qui eux en build dessus Evergreen, donc et Spruce, qui sont en fait deux solutions créées par AvaCloud pour justement les institutionnels, avec des spécifications pour institutionnels. Donc ça existe, ça fonctionne, et ils font Mumus dessus depuis maintenant quasiment 2 ans. Et un dernier petit truc, avant de clôturer ça, c'est que JP Morgan, eux, ils ont leur propre blockchain qui s'appelle Onyx. Ils l'ont depuis, de mémoire 2018, qui est en fait un fork d'Ethereum. Ils sont compatibles Ethereum et la seule autre blockchain avec laquelle ils ont daigné se plugger, c'est Avalanche. Voilà. Donc Ok. ça montre quand même un certain respect, entre guillemets, de la tech. Non, mais en fait, je vais te dire, je pense que ça montre surtout un effort de la part des deux entités, fondation et entreprise commerciale, pour aller chercher des clients. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de blockchains. Certains ont des utilisateurs, mais en fait, une blockchain, à un moment donné, la seule chose qu'elle a à vendre au niveau de sa fondation, c'est des blocs. Sauf qu'avec les frais de transaction qui sont au plus bas, parce qu'on cherche tous à ce que les frais de transaction soient les plus bas possibles, c'est pas comme ça qu'une entreprise elle va générer des rendements, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'elle doit trouver des clients. Ouais, vas-y. Ouais. Juste pour rebondir là-dessus, je suis d'accord avec toi sur le fait que AvaCloud bosse pour pouvoir avoir des clients. Par contre, je suis moins d'accord avec toi par rapport à la fondation, mais ça, c'est autre chose. Mais pour moi, dis-moi si je me trompe, mais entre la fondation et l'entreprise commerciale, il y a forcément des liens entre les deux. C'est juste que la fondation, elle a un but qui est non lucratif. Donc, son boulot, c'est pas de générer des profits. Son boulot, c'est d'utiliser son trésor de AVAX pour développer l'écosystème. Après, elle le fait bien, elle le fait pas bien. On pourrait y revenir. Mais en tout cas, l'entreprise commerciale, son boulot, c'est de générer des profits qui soient durables. Parce que la vente de blocs, ce n'est pas durable. Et sinon, tu fais que en vendant tes propres cryptos, en fait. Et ça, c'est par définition pas durable non plus. C'était juste ça dont je voulais parler. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant, justement, on a regardé un petit peu les layer one les plus populaires ou les plus utilisés. Parlons des dApp. Alors là, vraiment plutôt des applications décentralisées. Et on va évidemment venir sur le gaming, qui semble être une narrative toute trouvée, sur laquelle surfe Avalanche depuis quelques mois, notamment avec le jeu Off the Grill. Je crois que c'est ça le nom. Ouais. C'est Oui, ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas parce que j'ai jamais joué au jeu, mais évidemment j'en ai entendu parler. Donc là aussi, est-ce que l'un d'entre vous peut me donner un petit panorama, un petit peu de, je sais pas, l'écosystème DeFi, l'écosystème gaming, est-ce qu'il y a du NFT, est-ce qu'il y a eu du meme coin sur Avalanche, on va parler Oui. de blocs. Donc partagez-vous peut-être un peu le truc et puis essayez de nous donner un petit peu de façon objective l'écosystème en termes d'app et en termes de secteur sur Avalanche. Et s'il vous plaît les gars, soyez objectifs sur ça,
ils sont pas bons et ils sont en retard par rapport à d'autres. Sur ça, ils sont en avance. Vous voyez, hein, histoire qu'on ait un avis un peu objectif, si vous voulez bien. Qui veut Ouais. commencer? Moi, je veux bien parce que le côté DGen, DeFi et tout, c'est un peu toute ma cam. Donc, à ce niveau-là, je suis un peu calé. Puis, je passe mon temps sur Avalanche à faire de tout ça. Juste un petit mot, parce que Gourou a parlé de BlackRock juste avant. BlackRock, donc, ils ont déployé leur MMF sur plein de chains. À savoir que on est juste derrière Ethereum en termes de demande. En fait, on est le layer 1, le layer 0, même avec le plus de demandes juste derrière Ethereum de la part des clients de BlackRock pour déployer des fonds. Donc, voilà, c'est aussi une bonne preuve de confiance Mais de après, leur si part. vous êtes deuxième, mais que vous représentez que 1% et ETH 99, être deuxième, ça veut rien dire. Donc, si tu veux donner des chiffres qu'on comprenne, vas-y. Mais être deuxième en soi, ça veut rien dire relativement. Je sais pas si Ouais, tu vois ça. on est à vérifier, mais on est sur peut-être, je sais plus, si c'est 8 ou 15 millions. Enfin, on est sur quelque chose comme ça. C'est pas, on est d'accord, c'est pas rocambolesque, mais C'est pas, c'est c'est déjà pas la preuve que les clients de BlackRock ont plus envie de déployer leurs fonds sur Avalanche que sur d'autres Layer One. C'est surtout pour ça que je le dis. très clair. Euh, Alors, par parlons rapport, écosystème un petit peu. ouais, Voilà. Parlons peut-être, si tu veux, peut-être sectoriser, cartographier DeFi, Degen, gaming, et puis je sais pas si vous avez du RWA ou j'en sais rien. Vas-y. ouais. Alors, on va commencer par la DeFi. Nous, la DeFi, vraiment, on a un écosystème bien rempli, hein. Vous avez de quoi faire plein de choses chez nous. On a deux DEX principaux qui s'appellent Let's Fucking Joe et Pharao. À savoir que le Let's Fucking Joe, donc c'est le nouveau nom de notre cher défunt Trader Joe. C'est eux qui ont inventé le principe de liquidité discrétisée qui est aujourd'hui utilisé par Uniswap V3, Meteora, etc. Et on a Pharao aussi qui est un peu leur concurrent direct, mais qui eux passent sur un modèle de VE33. Donc ils ont un token, le Pharao, que vous loquez Excuse-moi sur 4 ans pour avoir les fils du excuse-moi de protocole. t'interrompre, mais tu m'as parlé de liquidité discrétisée, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est de la liquidité concentrée avec une petite étape en plus, quoi. Ah, alors, parce que liquidité concentrée, ça je connais, ça je l'ai. Ouais. Mais par contre, discrétisée, ça j'ai pas. Tu peux m'expliquer un petit peu? Parce que je dois pas être le seul, à mon avis. Mais la différence est vraiment subtile, hein, mais je crois que c'est sur la manière dont la liquidité est, euh, comment je peux dire ça, est déployée Tu veux que je te fasse ça? dans la pool. Ouais, je veux bien que tu mettes sur ça. Ok. Alors déjà, oui, les Spelling Ninja n'est pas les premiers à avoir fait ça. C'est pas eux qui ont inventé ça, c'était déjà inventé avant. Ils l'ont juste adapté. Au début, très mal. Après, ils se sont rattrapés grâce aux travaux qu'ont fait Uniswap, justement là-dessus. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, en gros, quand vous déployez de la liquidité et que vous le mettez dans un pool de liquidité, en fait, votre liquidité est répartie quel que soit le prix. Donc, en fait, il est lissé de 0 à 1000, si vous voulez. En fait, quand vous faites de la liquidité concentrée, vous allez pouvoir en fait sélectionner un board, c'est-à-dire en fait, vous voulez concentrer votre liquidité à vous de tel endroit à tel endroit. Et en fait, la liquidité qu'a apporté le Trader Joe, c'est que eux, par-dessus ça, ils vont en fait créer des bornes de prix pour éviter que le prix s'envole trop et sans qu'il y ait de liquidité. C'est-à-dire qu'en fait, le problème qu'il y avait avant, c'est qu'imaginant que le prix il était aux alentours de 17 et 18 dollars, par exemple, je prends Avalanche, tout le monde disait bah, moi, je vais mettre ma liquidité entre 17 et 18 dollars. Et en fait, tu te retrouvais avec zéro liquidité au-dessus, zéro liquidité en dessous. En fait, ce qu'ils ont fait là, en fait, c'est qu'ils ont permis en fait à la liquidité tout simplement de follow le prix. Si tu as une augmentation de prix énorme, bah, la liquidité suit en même temps. Certains, surtout les mêmes coins, ne sont pas trop d'accord avec ça parce que du coup, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une pression de vente constante. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'il y a toujours de la liquidité, mais il y a toujours quelqu'un en face qui est prêt à te vendre les tokens. Du coup, tu n'as pas des gaps énormes qui se créent quand on achète un token à shitcoin et qui grimpe d'un seul coup. Du coup, mais en même temps, pour le user lambda qui lui veut juste acheter son token, pour lui, ça lui donne tout le temps de la liquidité. Voilà. C'est pour simplifier, pour que tout le monde comprenne, c'est ça. Merci beaucoup. Je vois le temps qui file et donc on va devoir avancer. Donc DeFi, il y a des protocoles qui fonctionnent bien. Tu as une idée de la TVL sur Avalanche? Parce que c'est un élément qui est important dans la compétition des layers. Vous avez des chiffres là-dessus? 1,5 milliard. 1,5 milliard. 1,5. Ouais. Ouais. C'est bien par rapport au market cap ou pas?
C'est très faible, je trouve. Ça a l'air light, hein. Ouais. C'est dû à quoi selon vous? C'est l'innovation des protocoles, les rendements, les barrières à l'entrée. À votre avis, pourquoi? Parce que c'est vrai que ça m'a l'air super light par rapport au. Après, pour le coup, quand on dit light, il faut relativiser. Il faut savoir que Solana, quand il était proche des 100 $, il avait à peu près la même TVL. Donc, voilà. Ouais. En fait, le prix, la valorisation du prix, la valorisation de la TVL n'est pas forcément corrélée. Même si je suis d'accord avec toi qu'avoir une grosse TVL et avoir un prix qui est cohérent, notamment un market cap, est legit en C'est-à-dire que la soi. TVL, Mais si en c'est la confiance dans un layer, quoi, par définition. Parce que c'est de Ouais, la. Bah, mais ouais, je suis d'accord avec toi, mais après, quand tu regardes aujourd'hui le top 100, tu as XRP qui est top 2, top 3, qui a 0 TVL, et tu as ADA qui a 0 TVL. Mais, Et, alors, ADA, c'est 300 millions. Donc évidemment, c'est ridicule par rapport au market cap. ouais. Et on le dit aussi. Je dis encore une fois qu'il y a des blockchains qui ne sont pas faits pour avoir de la TVL. XRP, typiquement, pour l'instant, son objectif, c'est pas d'en avoir. Alors, si. Ah Moi, ouais. je suis pas d'accord avec toi. Bah, le but de XRP, c'est de faire des transferts de banque à banque et de pays à pays. S'ils n'ont pas de TVL, comment tu fais ton transfert? D'ailleurs, Non, c'est une des raisons de pourquoi la première banque de Dubaï qui avait travaillé avec eux en 2021 avait arrêté de travailler avec XRP parce que justement, ils n'avaient pas assez de TVL. Donc, il ouais. leur servait à rien. Non, non, tu as eu raison de me corriger. Ce que je voulais dire, je l'ai dit évidemment de la mauvaise des façons, c'est que je ne dis pas que ce n'est pas dans leur objectif à XRP d'en avoir. Tu as raison, évidemment, c'est leur objectif en tant que blockchain des institutions financières. En revanche, en termes de timeline pour l'instant, bah, pour moi, XRP n'est pas encore véritablement lancé. Ils ont fait des partenariats, mais il n'y a pas vraiment aujourd'hui de use case. Donc, en termes de constitution de TVL, si ça doit arriver, ce sera plus tard. C'était ce que je voulais dire. Ok, je Ok, comprends. parlons peut-être. Alors, on a parlé DeFi. Alors, rapidement, évidemment, je sais que ça ne suffira pas pour avoir un overview complet. Donc, on vous invite, à celles et ceux qui nous écoutaient, évidemment, d'aller pousser vos recherches si ça vous intéresse. Mais ça vous donne déjà quelques éléments. Parlons au niveau des gènes. Tiens, la dernière séquence crypto, c'est airdrop, memecoin, tout ça. Comment Avalanche s'est positionné là-dessus? Enfin, comment les gens se sont positionnés sur Avalanche là-dessus? Peut-être c'est mieux formulé comme ça. Je ne sais pas qui veut parler de ça. Ouais, je pense que ce sera moi, Gourou. Il a pas le temps de faire du dégène en ce moment. Il est au ski. Euh, non, bah écoute, Dit-il le mec nous. en vacances, quoi. Ouais, mais ça bosse quand même. Non, bah écoute, nous, il s'est passé, on a eu une petite saison sympa sur Avax. Je sais pas, ça fait un mois ou deux là. Ça a commencé avec la narrative AI, puisqu'il y avait eu, on avait monté un programme Infrabuild AI, donc il y a 15 millions d'incentives pour les projets AI qui viennent build sur Avax. C'est d'ailleurs toujours live, hein, donc s'il y a des développeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller apply. Puisque si vous êtes dans ce programme-là, vous êtes fast track pour un autre programme de 150 millions. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire. Donc on a eu une petite hype à ce niveau-là, quelques launchpads, quelques projets. Derrière, on a eu une petite méta pre-sale avec quelques coins qui ont pop, certains étant des AI agents, d'autres non. Je pense pas que je vais donner les tickers, ça sert à rien. Certains ont bien mangé, d'autres non. Bon, voilà, c'est la saison. Il y a eu des saisons d'hygiène. En ce moment, le marché se suicide, donc tout se suicide avec, évidemment. Beaucoup de force à mes soldats dans les tranchées. Avalanche, ça n'a jamais été vraiment une chaîne de DJs. On a eu en 2021 quelques flagships, on a eu voilà, des play to earn et compagnie. Peut-être que ça reviendra, peut-être pas. Les développeurs sont les bienvenus. Moi, je continuerai à dump du fric dans tous les Ponzi, dans tous les cas. Mais voilà, je suis content de voir ce qui s'est passé ces dernières semaines, derniers mois. Il y a eu des belles success stories et j'espère qu'on en aura d'autres bientôt. Ok, et la communauté, parlons un peu de non, d'abord le gaming. Le gaming, c'est quoi? C'est Off the Grill qui a tout lancé ou est-ce qu'il y avait déjà une appétence au gaming avant? Et en l'état, est-ce que Off the Grill a apporté peut-être d'autres jeux aussi pour faire un véritable écosystème? Enfin, typiquement, ma question, c'est est-ce que tout tourne autour d'Off the Grill et si Off the Grill ne marche pas véritablement, bah, tout va s'effondrer? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un vrai écosystème qui s'est créé autour du gaming sur Avalanche?
Ouais, complètement. Non, il n'y a pas du tout de Sea of the Grid fail to fail. Par exemple, on a un autre énorme jeu, c'est MapleStory Universe. MapleStory en Asie, c'est énorme, hein. Ils ont des centaines de millions d'utilisateurs. Ils viennent de déployer leur Layer One sur Avalanche avec un nouveau jeu, avec un nouvel univers. Ils sont en train de vraiment faire des super choses. Off the Grid, en fait, c'est un beau flagship parce que c'est le premier jeu crypto sur console, sur PS5, sur Xbox, et ça ouvre des portes d'entrée pour d'autres développeurs. Là, on a un jeu dans l'espace qui s'appelle Haunted Space, qui est sur Avax et qui va être le deuxième jeu crypto sur PS5. Donc, on capitalise sur cet écosystème-là, puisque voilà, peut-être que c'est parce que nos Layer One permettent d'avoir la compliance vis-à-vis des marketplaces de jeux, ce qui fait que les développeurs viennent chez nous, et aussi le fait que ben voilà, on est scalable et on a pas mal d'avantages. En fait, tu as beaucoup d'avantages en tant que studio de jeux vidéo à venir déployer chez nous, et surtout ton Layer One chez nous, parce que dans l'exemple d'Off the Grid, mais dans l'exemple de tous les jeux, l'avantage d'avoir ton Layer One, c'est que tu as ton propre token de gaz. Donc les frais, quand toi tu vas ouvrir des loot box sur Off the Grid ou que tu vas aller sur Défi Kingdom, aller pêcher ou faire quoi que ce soit, tu payes tes gas fees avec le token de l'écosystème. Donc ça peut être aussi sponsorisé par l'éditeur de jeu, ce qui fait que c'est complètement seamless et aussi gratuit pour le développeur vu que lui, il print son token. Donc quelque part, c'est bénéf pour tout le monde et c'est complètement abstract. Maintenant, on a un gros écosystème de gamers et de jeux vidéo. Je ne pourrais même pas tous les citer tellement il y en a. Je pense qu'on est facile à aller 40-50 jeux qui sont déjà live et d'autres qui sont en préparation Ok. et très excités par l'écosystème gaming sur Avax. Ouais. Ok, parlons un peu de la communauté. J'aimerais qu'on parle aussi un peu des problèmes d'Avalanche. Il nous reste 7 minutes. Ça suffit, j'espère. Parce que bon, bah, les blockchains, évidemment, il y a des côtés positifs, il y a des choses qui sont factuelles, et puis il y a aussi des côtés un peu négatifs. J'aimerais qu'on en parle aussi dans la partie challenge, défi, hein, positivement. Comment la communauté Avalanche suit le projet? Je sais que Gourou, tu nous avais dit que il y avait des problèmes parfois de leadership, parfois de communication de la part des fondateurs. Là aussi, est-ce que ces problèmes, alors déjà, si tu peux nous les présenter rapidement, et puis surtout, est-ce qu'ils perdurent? Est-ce que ça va un peu mieux aujourd'hui? Et puis ensuite, alors peut-être que voilà, Crido, toi, tu es en face de la commu. Donc, est-ce que parfois il y a des conflits? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles la commu n'est pas alignée? Et puis, quels sont les axes d'amélioration de la blockchain pour les mois à venir? Sur quoi est-ce que clairement ils sont moins bons, voire ils sont mauvais? Et je vais laisser Gourou. D'ailleurs, tu m'avais dit quand je t'avais invité, attention, fais gaffe parce que je peux taper sur Avalanche aussi. Donc là, c'est le moment, entre guillemets. S'il y a des choses à dire ou à redire, eh bien, faisons-le. Comme ça pondérera un petit peu cette séquence sur Avalanche. Vas-y, Gourou. Alors dommage qu'il reste que 6 minutes pour taper sur Avalanche parce que bon, il y a de quoi dire quoi. Du coup déjà pour commencer, le plus basique c'est la communication de la fondation qui pour moi est horrible. Emin Gunserer, on devrait lui interdire Twitter, Luigi, on devrait lui interdire Twitter, Cardano aussi, on devrait lui interdire Carbonara, moi je l'appelle, on devrait lui interdire Twitter. Tous ces gars-là, on devrait leur interdire Twitter en fait. Kenny qui a un peu changé, ça va, mais bon lui, on aurait dû lui interdire Twitter aussi. Au final, leur communication sur Twitter est horrible. Leur communication en dehors de Twitter est pas ouf. Si vous tournez un peu dans les écosystèmes et vous connaissez beaucoup de devs, leur communication hors Twitter est vraiment horrible aussi. Il faut qu'ils se calment là-dessus et ça fait des années qu'on leur dit qu'il faut qu'ils se calment. Ils se calment toujours pas et c'est le gros problème. Autre problème, c'est qu'ils ont toujours pas révélé pas mal de choses qu'on aurait dû savoir bien avant. Notamment quel est réellement quelle est aujourd'hui la trésorerie de la fondation. On n'a toujours pas d'infos là-dessus, même si on a quelques wallets, mais on n'a toujours pas l'intégralité des fonds de trésorerie, ce qu'ils auraient dû donner depuis 2021, je le rappelle. Et voilà, on va dire concrètement, il y a eu pas mal de problèmes. Et Patrick O'Grady, toujours dans mon cœur, hein, frérot. Reviens quand tu veux, parce que moi j'ai peur. C'est qui cette personne? Un Patrick petit ange O'Grady, parti ça a trop tôt. été. Hein. Ah oui, oui, c'était un peu mon chouchou. C'était le dev lead qui avait on va dire, c'est à lui qu'on aurait dû donner la communication d'Avalanche, littéralement. Mais il faisait déjà trop de trucs. C'est lui qui est à la base de énorme. Un peu le Robert Sassou d'Avalanche, quoi. À un niveau un peu au-dessus, je trouve.
En gros, dis-toi que lui, il a pendant 1 an, non-stop, dormi dans un bureau pour améliorer tout ce qu'il y avait à améliorer sur Avalanche. Et en plus de ça, à côté, il a dev toute la partie hyper EVM pardon, hyper SDK, pas hyper EVM. C'est grâce à lui, entre guillemets, qu'aujourd'hui Avalanche tourne, quoi. Derrière ça, il a été un très bon communicant, que ce soit en termes de vulgarisation, que ce soit en termes d'onboarding. Il a onboard des développeurs qui aujourd'hui, malheureusement, sont soit encore chez Avalanche, soit en train de partir, ou sont déjà partis. Ça a été une personnalité très, très, très importante d'Avalanche, que je regrette vraiment, C'est quoi, il est parti, et que beaucoup parti? regrettent. Il est parti? Il est mort ou il a Ouais, démissionné? non, non, il est parti et il a fondé sa propre entreprise. Sa propre entreprise est basée sur la Avalanche, parce qu'en fait, son entreprise est basée sur le fait de créer un no framework sur les L1. Oui, il est plus réellement employé par Avalanche. J'ai compris. OK, donc communication, pas top. Au niveau marketing, donc là, plutôt la partie, tu sais, branding, référencement, image de marque, sur cette partie-là, c'est bien Avalanche, ça va? Ça dépend. Si on parle de user, c'est-à-dire customer, c'est Ouais. catastrophique. Si on parle B2B, bah oui, ça va. Avacloud fait le taf. Les personnes qui travaillent chez Avacloud fait le taf. En fait, c'est juste que ça donne l'impression que la fondation tire le projet vers le bas et que Avacloud essaie de tout ramener vers le haut, quoi. Voilà. Je C'est l'impression que tout le monde a, et c'est l'impression aussi que j'ai des personnes qui sont à l'extérieur d'Avalanche et qui ont voulu mettre un doigt de pied dans Avalanche et qui se sont vite rendus compte de l'ambiance qu'il y avait, quoi. Et au niveau de la communauté, justement, alors je te laisserai Crido évidemment tempérer, justifier ou au contraire aller dans le sens de Gourou juste après, évidemment. Hein. Mais au niveau de la communauté, elle est comment? Elle est bienveillante, elle est accueillante, elle est dégène. Est-ce qu'elle est au contraire un peu claniste, comme on peut trouver dans d'autres blockchains? Est-ce qu'elle est internationale? Est-ce qu'elle est plutôt nationale? Comment elle est la commu Avalanche? Bah, ça dépend. Si on parle de la commu turque, ils sont un peu dégènes. Si on parle de la commu française, ils sont ultra dégènes. Et la commu anglaise, je trouve voilà, qu'ils sont un peu éclipsés pour le coup. Et en fait, je trouve que la communauté Avalanche s'est dégradée avec le temps. En 2021, je trouvais que la communauté était l'une des meilleures, si ce n'était la meilleure des communautés en dehors d'Ethereum, hein, et de Bitcoin, bien sûr, des projets qui étaient lancés. Aujourd'hui, je trouve que la communauté ne fait pas assez, elle donne pas assez de voix, elle s'occupe pas assez des fondamentaux, elle regarde pas ce qui se fait réellement et ce qui est mauvais, ce qui est pas mauvais. La majorité, en fait, sont, comme beaucoup de projets, la gueule ouverte en attendant que le prix monte. Ça a tendance un peu à m'énerver, quoi. Donc je me suis un peu éloigné personnellement de la commu FR et turque d'Avalanche. Et voilà, je suis plutôt d'accord avec la communauté anglo-saxonne pour le coup, qui elle commence un peu à se réveiller et à taper du poing un peu sur la table. Ok. Merci. Dernier petit point, axe d'amélioration. Ouais, vraiment communication, marketing. C'est surtout ça, selon toi, sur lequel il faudrait qu'Avalanche travaille. Crido, tiens, tu as 1 minute 30 pour répondre à Gourou, comme tu en as envie. Ouais, bah écoute, Gourou, de toute façon, moi j'ai grandi avec toi sur Avax, donc je comprends certains de tes points. Il y en a d'autres, je comprends moins. Après, voilà, tu restes mon petit boomer préféré, full tech. Donc, je comprends Mais certains de tes mécontentements. sur le fond. Mais j'y viens. Sur le fond, au niveau de la communication, je suis d'accord. Il y a eu des erreurs qui ont été faites, surtout en 2022-2023. Je trouve qu'on est vraiment en train de repartir du bon pied. Tu parlais de la communauté. Oui, en France, on a beaucoup de dégènes. Moi, je les adore. C'est mes bébés. De toute façon, je passe le plus clair de mon temps avec eux. Et je les vois hurler à la mort quand le prix descend et quand tout baisse et quand ça monte, ils sont aux anges. C'est comme ça. C'est la France et puis c'est Avalanche. Et bon, euh, je, je pense que avec tout ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment, notamment en interne sur la refonte de la communication, avec le programme des ambassadeurs, etc., on a de beaux jours devant nous. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et que certes, il y a eu beaucoup de PTSD sur l'écosystème par rapport au dernier cycle, mais on a de beaux jours devant nous. Dans tous les cas, on a de beaux jours devant nous.
Ok, merci. N'oublie pas qu'il travaille pour Oui, Avalanche. voilà, aussi. Oui, effectivement, je disclose. Évidemment, je ne peux pas. Voilà, Tu l'as dit. c'est pas que j'ai des trucs à dire que je ne peux pas dire contre l'écosystème. Moi, je suis très content d'être sur Avalanche aujourd'hui. Je vois effectivement qu'il y a des axes d'amélioration, hein, sur la communication notamment, sur l'aspect politique, etc. Mais je suis très content de ce qui se passe maintenant. Et malgré les critiques certaines qui sont justifiées, je vois que l'écosystème se développe, qu'il y a de plus en plus de Layer One et de développeurs qui sont en train d'arriver. Et on n'est pas en train de. La communauté n'est pas en train de se vider. On voit des gens en train d'arriver. Ça c'est réel. Il y a de plus en plus de gens qui sont en train de venir. Tu le vois ça, parce que ça, on va peut-être finir par ça, Gourou, parce qu'une blockchain, c'est comme l'univers, elle doit être en expansion. Si au contraire, elle se renferme, finalement, elle se meurt. Est-ce que tu vois des gens, des investisseurs, des développeurs, des builders venir sur Avalanche ces 6 derniers mois? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le constates factuellement, toi, Gourou? Alors, moi, je vois des entreprises qui veulent Gourou, on build t'entend des pas. projets sur la blockchain. Allô? Vous m'entendez? Non, non, Allô, allô? c'est bon, vas-y, vas-y. Il y a Ah, un ok. petit lag, mais je Du t'entends. coup, ouais, je vois des entreprises. Ok, je vois des entreprises en fait qui veulent développer leur L1 sur Avalanche. Ça, c'est indéniable, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, je vois une fuite des développeurs, personnellement, en tout cas de la sidechain, hein, qui potentiellement créent leur L1 de leur côté, mais sur la sidechain, il y en a de moins en moins. Et des users, ben, c'est un peu pareil. Les users, ils sont en train d'un peu bouger un peu partout, ce qui est un peu normal, parce qu'il se passe aujourd'hui pas grand-chose sur la sidechain, ce qui est normal. Donc, avec ce qui s'est passé sur Solana, ce qui se passe sur Base et ce qui se passe aujourd'hui sur HyperVM, je comprends que les gens bougent. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, comment Avalanche va récupérer ses users et récupérer ses développeurs, ça, il faudra qu'il fasse un gros, gros boulot là-dessus. Et comme le dit Batmoto, c'est trop lent. C'est trop lent, il faut qu'il carbure, il faut qu'il fasse quelque chose. Et sinon, ils se feront. Déjà, quand on s'est fait massacrer la gueule par Solana, et ce qui est déjà une honte en soi. Donc ouais, faut qu'il se bouge le cul, quoi. Un petit mot, si je peux me permettre, sur les développeurs. On a pas mal de programmes en cours pour ramener des développeurs sur Avalanche. On a Retro 9000, Codebase, Infrabuild et même d'autres. Moi, je le vois qu'on a beaucoup d'équipes qui sont en train de travailler pour monter des projets, que ce soit sur leur Layer 1 ou sur la Seedchain. C'est vrai que le narratif du moment est beaucoup sur concevoir des Layer 1, puisqu'on veut tirer profit de toutes ces mises à jour réseau qu'on a mis en place. Et je comprends aussi que les utilisateurs bougent. Nous, on a toujours on a toujours eu le mot de dire que le futur est multi-chain et on comprend que le capital soit chain agnostique. Donc, à partir du moment où vous avez des opportunités on-chain, vous, vous y allez et c'est complètement normal. Ce que je vois surtout du point de vue de la communauté, par exemple des DJ ou de ceux qui font de la DeFi, ils vont voir sur d'autres écosystèmes. Parfois ils font du beurre, parfois ils se mangent. Sur Solana, beaucoup se sont mangés, hein. J'en ai vu dans les commentaires et même dans la commu FR, partir sur Sol, aller déjeuner sur Sol. Bon, ben certes, ils ont fait du casino, certains ont gagné, certains ont perdu. Mais très souvent, ils reviennent quand même à la maison sur Avalanche parce que c'est quand même très agréable d'interagir sur Avax, de faire de la DeFi sur Avax et même de participer avec tout le monde. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pu présenter un petit peu Avalanche. Et je pense qu'on a besoin de ce genre de contenu. Vous savez, pour préparer l'émission, j'ai essayé de chercher des sources plus ou moins objectives et fiables sur Avalanche en français. Et honnêtement, ça manque énormément. Soit il faut aller sur le site Avalanche, soit il faut aller sur YouTube avec des mecs qui vont te dire que Avax va faire x10. Mais des contenus un petit peu objectifs et surtout analytiques sur un écosystème, j'en ai pas trouvé. Donc, merci d'avoir m'avoir aidé à créer ce contenu, justement. Je vais vous souhaiter plein de belles choses pour 2025 avec Avalanche. Et puis toi, Gourou, avec plus qu'Avalanche, évidemment, hein. Et puis, on se dit à bientôt. Merci beaucoup, Jérém, pour l'invite. Ouais, carrément. Merci pour l'invite. Tu veux qu'on passe rapidement pour répondre aux questions ou tu veux les laisser avec leurs On n'a pas le temps. questions? Et puis, en plus, je te dis la vérité, les questions, on y a répondu. Ou sinon, c'était une question sur Polygon, donc c'est hors sujet. Donc, non, pas le temps. Par contre, Questions sur Polygon. ouais, non, mais vraiment, il faut qu'on avance. J'ai deux Ah, autres invités. casser du sucre sur Polygon. Gourou, à bientôt.
Il n'y a pas eu assez... ouais, y a pas eu assez de sang là, je suis en manque là. Viens vendredi, on va parler multiversique si tu veux. Allez, Ah ouais, ok, salut pas de les souci. copains, encore merci en tout cas, c'était très sympa. Bye Merci bye. beaucoup, salut. Merci à tout le monde. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez